importance dans votre vie? La cybernétique, je suis d'accord, va ouvrir une brèche de chair vivante à l'histoire contemporaine. Devant, je prononçais dernièrement un discours à l'école polytechnique en disant je m'adresse à 400 cerveaux de très bonne qualité, mais je serais beaucoup plus heureux de m'adresser à 4 cerveaux de mauvaise qualité, mais électroniques. Et j'ai montré à ce moment-ci un tableau de jeunesse de mon grand compatriote, le grand génie, et sur lequel tout le monde a créé de grands équivoques, Picasso, et pas un seul de ces cerveaux de polytechniciens a su reconnaître que c'était un Picasso. Si on aurait eu une toute petite organisation d'information avec des cartes perforées, instantanément on aurait eu la réponse. Et aujourd'hui, en ce moment, si on disposerait de programmations adéquates de type cybernétique, on saurait déjà que c'est justement la philosophie d'Auguste Comte qui est la chose la plus vivante et qui va influencer toute la Chine populaire d'aujourd'hui. Les petits livres que les gars rouges brandissent, ces gars rouges que j'adore, qui sont frais comme des roses, sont le catéchisme d'Auguste Comte. Et moi, que je suis catholique, apostolique et romain, je suis de plus en plus enthousiasmé de constater cette chose merveilleuse que pendant qu'en Espagne, grâce au général Franco, on va voir la monarchie constitutionnelle rétablie, en Chine, il y aura l'anarchie la plus divine qui va finir par, comme c'est bien entendu, comme mademoiselle le disait tout à l'heure, par le règne du matriarcat. Je suis d'accord. Alors ça, c'est des choses qui sont évidentes, mais qu'il faudrait quand même un minimum de cerveau mécanique pour les résoudre, puisque la médiocrité des cerveaux actuels ne dispose pas d'informations nécessaires. Vous vous intéressez beaucoup. Je voudrais faire une remarque, c'est que Bachelard dit que l'école polytechnique est aux mathématiques à peu près ce qu'est un dictionnaire des rimes est à la poésie de Baudelaire. Le témoignage de l'école polytechnique, que je respecte, que je perfectionne même professionnellement, globalement, n'est pas un témoignage de mathématicien. Par contre, Auguste Comte, avant d'être philosophe, était un mathématicien. Il a même interrogé en mathématiques tous les polytechniciens de son temps. Et avant d'être mathématicien, il comptait surtout sur les banquiers. Et sur leur philanthropie. Il avait un goût, comme tous les philanthropes, il avait un goût démesuré pour l'argent. Je crois qu'à cet égard, vous en faites un peu autant. Vous comptez également beaucoup sur les banquiers. Mon goût sur l'or, c'est vraiment dépasse toutes les mesures, puisque je suis dans la grande tradition mystique catalane de l'école de Raymond Lull et de tous les mystiques du Moyen-Âge qui voulaient tout transmuter en or, c'est-à-dire dématérialiser et spiritualiser la matière. Est-ce que vous avez pardonné à Breton le surnom qu'il vous avait donné, Avida Dollar? Mais c'est un anagramme qui était magique et qui m'a apporté une chance extraordinaire parce que depuis qu'il m'appelait Avida Dollar, la pluie d'or a commencé à tomber sur ma tête comme une divine diarrhée monotone et réellement sublime. Et d'ailleurs, maintenant, aussi Amanda, qui connaît très bien la psychanalyse, nous avons parlé en mangeant des écrevisses de cette chose extraordinaire que j'ai reçu à la mort de Breton une espèce d'épitaphe, faire part de sa mort, dans lequel il ne disait pas autre chose que « je cherchais l'or du temps ». Alors moi, je déclare, Breton cherchait l'or du temps et moi, je l'ai trouvé. Et j'ai trouvé pas seulement l'or du temps, mais j'ai trouvé l'or du temps et de l'espace, parce que comme tout le monde sait, la notion
du temps et de l'espace ne peuvent pas se séparer, ce sont deux notions Non. consubstantielles. Il y a 5 dimensions. Exact. Space, time, money. Non, mais en tout cas, temps, espace, c'est impossible à dissocier. Et c'est pour ça que c'était pas possible qu'il trouve l'or uniquement du temps, parce qu'il fallait qu'il ajoute le temps, espace, temps. Mais entre le temps, l'espace. L'idée d'Einstein, et d'ailleurs, dans ça, Picasso, il m'avait dit une fois une chose qui était merveilleuse. Il m'avait dit, c'est absolument idiot de passer tout l'après-midi dans une plage en train d'essayer de trouver une montre. Et ce qui est important, c'est arriver avec la voiture, ouvrir la porte dans la plage, trouver une montre, la prendre et foutre le camp tout de suite. Ce qui peut arriver, d'après les machines cybernétiques que je suis en train de construire, qui sont des structures morales uniques, ces genres de trouvailles ne peuvent se passer, comme nous avons dit dernièrement, qu'au cœur de la gare de Perpignan, où d'après les théories du jésuite Teilhard de Chardin, tout l'univers converge. Parce que je crois que, puisque vous êtes en pleine mathématique, vous êtes d'accord de cette vérité qui semble de plus en plus probable, que l'univers serait limité et pas infini. L'univers est certainement clos. Le mot clos étant peut-être le meilleur. Sans ça, l'énergie serait inconcevable. Nous y sommes comme des fourmis à la surface d'une sphère. Bravo. Maintenant, je crois que Ismaël, qui est le représentant catégorique du mysticisme traditionnel depuis Saint Jean de la Croix, 113 et encore avant, il doit se manifester avec cette espèce de fureur qui va de la monarchie à la fédération anarchique ibérique. Qu'allez-vous chanter quand vous rentrez chez vous le soir, de rire très fort en disant « J'ai fait un très beau numéro aujourd'hui, je les ai vraiment bien possédés, j'ai étonné beaucoup de monde ». Non, ça ne m'arrive pas parce que je crois que vraiment, presque toujours, je suis cocu. C'est-à-dire que tout le monde profite constamment de moi. Je suis une espèce de nourrice, je nourris mon époque avec une générosité extraordinaire. spirituellement. Et spirituellement et même matériellement, je viens de donner un dîner à beaucoup de... Et finalement, je suis une espèce d'armée du salut, une espèce de victime. Je fais toutes ces choses pour me vanter. Finalement, j'ai fini pour gagner beaucoup d'argent avec toutes ces choses. Mais au fond, les crises de rire ont disparu depuis que j'ai connu ma femme, Gala. Avant Gala, je me tortillais de rire tout le temps. Et depuis que j'ai connu Gala... C'est très triste, ça. Non, pas du tout, parce qu'il n'y a rien de plus souffreteux et de plus désagréable que la crise. Que le rire. Ah oui, ça produit une espèce de... Oui, ça fait mal quand on rit. J'avais vraiment des crises de rire d'ordre psychopathologique qui étaient très, très douloureuses. Alors après, j'ai eu 2 événements importants. La rencontre avec ma femme. Et avant ça, une autre chose qui m'a fait un bien merveilleux, c'est quand j'étais mis en prison par le gouvernement espagnol et où j'ai compris que la chose la plus affreuse, c'est la liberté. Et à ce moment-ci, j'ai commencé à aimer l'Inquisition et tous les procédés coercitifs. Avez-vous essayé de retourner en prison ensuite volontairement pour jouir de cette absence de liberté? Non, parce que je me suis créé une espèce de prison spirituelle là pour Ligat, où je me réfugie à peu près 6 mois par an. Et je crois que ces choses, il faut les faire très jeune. J'avais appris quand j'étais très adolescent que le plus grand écrivain espagnol, Cervantes, après avoir écrit l'immortel Don Quichotte, avait été mis en prison parce qu'il avait des dettes. Et après, la même chose est arrivée à Christophe Colomb, après avoir fait cadeau d'un immense continent, il a été aussi en prison. Alors j'ai décidé à ce moment-ci 2 choses, c'est-à-dire aller en prison le plus vite que possible et en même temps devenir légèrement multimillionnaire. Avez-vous été mis en prison? Avez-vous été mis en prison après avoir peint un tableau? C'est plutôt avant, si je comprends bien. C'était un happening que j'ai produit à New York. Ça durait très peu. J'ai cassé une vitrine en pleine rue et j'étais arrêté pendant 24 heures. Vous aimez les happenings? Je suis le premier de les avoir inventés. Et si j'ai le temps, je peux raconter mon premier. Oui, Théâtre Fontaine, en 1930.
j'ai loué une petite vieille, très propre. Et je lui ai rasé complètement la tête. Et alors, je l'ai dit à un toréateur. Je l'ai mis sur une scène. Et alors, il y avait des domestiques qui avaient la mission de lui mettre des omelettes fines herbes babeuses sur la tête. Alors, comme que il avait un tremblement convulsif, très bien. Alors, les omelettes tombaient presque instantanément. Et à ce moment-ci, on remplaçait immédiatement par des omelettes babeuses fraîches. Ce qui fait qu'au bout de 10 minutes, tout le théâtre était plein de très dépressives omelettes babeuses, ce qui a créé un malaise tel que tout le monde a quitté le théâtre, sauf un monsieur illustre qui avait la Légion d'honneur et qui fumait beaucoup le pion, qui s'appelait monsieur Edmond Jaloux, qui est venu m'embrasser. Il a dit, vous venez de mettre l'accent sur ce qui sera le théâtre du futur. Mais ce n'était pas très érotique, cela. Vous vous dites assez souvent passionné par tout ce qui est érotisme. Oui, mais quand même, cette petite vieille très propre avait une chemise de nuit. Et j'avais observé que, quoiqu'il n'avait presque pas de seins, il avait les nichons, enfin la partie extrême, avec ce qu'on appelle scientifiquement des l'auréole, c'est-à-dire des petites granulations très prononcées qu'on croyait même qu'on peut téléphoner. Et alors, c'est dans cette manque de seins, avec cette espèce de téléphone, a produit un effet quand même, non pas érotique, mais démoralisant. Et que pensez-vous de cette robe de Paco Rabanne que vous avez à côté de vous? Est-ce qu'elle est érotique? Je considère Paco Rabanne, c'est le premier couturier d'aujourd'hui. Il réactualise tous les rêves du Moyen-Âge. Et la question d'érotisme ne se pose pas parce que je crois que Paco Rabanne, comme tout Espagnol qui se respecte, c'est avant tout un être métaphysique.